de grippe hivernale touche la France de plein fouet. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas épargnée. Cette année, 3 souches du virus circulent. Alors si vous n'êtes pas vacciné, appliquez les gestes barrières pour protéger les plus vulnérables. La célèbre course de chiens de traîneau est arrivée ce mardi en Isère. Avant les grands hauts sept-lots dans l'après-midi, ce sont des apprentis mushers, des élèves de classe de 4e et 3e qui ont lâché les chiens ce matin au collet d'Alvar. Et puis l'acceptabilité sociale, contrainte ou opportunité, c'est le thème de Sharing for the Future jeudi sur le campus de Grenoble. Pour en parler dans quelques minutes, Nico Didry, responsable du Master Stratégie économique du sport et du tourisme à l'UGA. On lui demandera aussi pourquoi il a choisi ce titre si difficile à dire. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 21 janvier 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On va se reprendre. L'image du jour, ou plutôt de la nuit dernière, c'est la dépose des 2 premiers tronçons de la passerelle Motte Doux au-dessus de l'A480, un élément essentiel de la requalification du rondeau entre Grenoble et Échirolles, l'autoroute et la rocade sud, des bretelles qui voient passer chaque jour entre 1000 à 1500 véhicules par heure. Le convoi et l'installation ont nécessité la fermeture de l'axe routier de 20h à 6h du matin dans un sens et une précision au millimètre. Ce soir, nous allons poser les premiers tronçons de la passerelle qui permettra de traverser la 480. Donc ce sera une passerelle entièrement dédiée aux piétons et aux cycles. Elle vient remplacer l'itinéraire existant qui est le long de la bretelle d'autoroute qui permet de relier la 480 Nord à la rocade. Donc cet itinéraire à terme sera supprimé. Les tronçons de charpente qui sont arrivés ce soir ont été réalisés dans des usines. Elles arrivent via des convois exceptionnels. Donc seulement sur certains axes, comme on est sur quand même des tronçons de charpente assez volumineux et avec un tonnage assez important. On est autour de 40 tonnes, ce qui est quand même assez important. Une fois que l'on a ça, les grues vont venir prendre le tronçon de charpente pour venir le poser sur les appuis qui ont été réalisés en amont. Les études ont démarré il y a plusieurs années en concertation avec la métropole et avec les services de l'État pour répondre aux besoins de déplacement en mode doux, en parallèle de l'aménagement de l'échangeur du rondeau sur lequel on se trouve, qui est un échangeur entre la RN 87 ou la rocade et la 480, bien connue des Grenoblois. La passerelle ne se résume pas à ce tronçon ici, mais bien à l'ensemble de la liaison entre la dalle, donc entre Grenoble et Échirolles, et les berges du Drac. Donc on a quand même un joli linéaire de passerelle à installer. Alors on prévoit la mise en service de la passerelle à l'automne 2025, donc bientôt. Et on prévoit aussi des premières étapes de mise en service de la circulation sur la nouvelle RN 87 avant l'été. Dans 2 mois, un tronçon de plus de 50 mètres de long et 100 tonnes de métal sera ajouté avec une coupure de nuit, cette fois dans les 2 sens. Circulation bouchée, mais aussi nez bouché, eau qui coule, ça dépend des jours. Température élevée et gros mal de tête. La grippe est particulièrement bien présente cette année dans notre région. Au cours de la 2e semaine de janvier, l'activité pour grippe a augmenté de 20% chez SOS Médecins et le niveau d'hospitalisation est resté à un niveau très élevé, particulièrement chez les 65 ans et plus, selon Santé publique France. Sur la grippe, si les hôpitaux font face, c'est grâce à la volonté des soignants. Donc mes messages sont surtout de remerciement, d'accompagnement des soignants. On tirera toutes les conclusions de cette épidémie de grippe qui est particulièrement importante, mais on voit bien qu'on a besoin d'un ministre de la Santé qui s'inscrive dans le temps long, parce que la prochaine grippe de 2026 va s'organiser au niveau de mon ministère à partir du mois de mars, et ce qui va faire le plus défaut, c'est de pouvoir ouvrir des lits. Des lits manquent, faute de soignants, donc je veux pouvoir ouvrir des lits, former plus de soignants, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans un temps long. Alors concernant cette crise, on fera aussi tout le point sur l'état de la vaccination en France, parce qu'au niveau du pays de Pasteur, on doit se poser un certain nombre de questions, notamment les plus vulnérables, puisque 80% malheureusement des patients qui sont en réanimation pour l'épisode de grippe sont des patients non vaccinés. Donc j'ai mandaté la Haute Autorité de Santé pour me rendre un rapport très circonstancié sur comment envisager la vaccination en 2025 pour la grippe. D'une façon générale, c'est pas à
On est plutôt en plateau actuellement, même si c'est beaucoup trop, mais on est en plateau au niveau de la grippe. Donc c'est pas en plateau qu'on relance une campagne de vaccination, puisque vous le savez, il faut à peu près une quinzaine de jours pour que le vaccin soit efficace. Donc on rappelle que la campagne de vaccination a commencé le 1er octobre, qu'elle se terminera le 31 janvier. Donc j'encourage toutes les personnes à aller se faire vacciner, notamment les plus fragiles. Grippe, mais aussi pénurie de médecins, rupture d'approvisionnement de médicaments ou encore saturation de l'hôpital public. C'est de santé dans la ville dont il sera question mercredi à 19h45 à l'Amphi de la Maison du Tourisme de Grenoble. Une réunion publique de l'ADES à laquelle participeront un médecin généraliste, une sociologue, Pierre-André Juven, adjoint au maire en charge de la santé, et Laurence Ruffin, coprésidente de l'Union nationale des coopératives et PDG d'Alma. Pas de médicaments, mais des câbles, des tournevis ou des connectiques dans les bagages des bénévoles du gestionnaire d'électricité Greenalp qui ont pris au petit matin le départ vers Mayotte via l'aéroport de Paris quand même. Un mois après le passage du cyclone Chido, beaucoup reste à faire alors que les députés examinent depuis lundi un projet de loi d'urgence pour accélérer la construction des logements et des écoles. À remonter les lignes, raccorder les derniers clients qui restent à raccorder et puis commencer le renforcement du réseau pour éviter que ça recommence là-bas, quoi. Nous, notre première mission, c'est vraiment de rétablir tout le monde et de renforcer le réseau pour que ce soit tout en sécurité. 80% de la population a du courant et nous, on va essayer de revenir chez nous avec 100%. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on ne sait pas dans quel état on va trouver le réseau. Moi, je suis réserviste aussi dans l'armée, donc je n'hésite pas si je peux me rendre utile. On a dû tout peser avant de charger pour être sûr de ne pas laisser un sac à l'aéroport. Et normalement, on est bon. Le groupe sera logé dans les locaux de la centrale de production d'électricité de Mayotte. Retour en France prévu le 6 février. Petit Musher deviendra peut-être grand. Les 60 équipes de la Grande Odyssée, la grande course par étapes de chiens de traîneau, disputaient ce mardi leur antépénultième étape au Settlo. Mais quelques heures plus tôt, une vingtaine de jeunes mushers, des collégiens du Grésivaudan, ont pu tester leurs compétences au collet d'Alvar. Maxime Sonnen, Margot Vacherou. La Grande Odyssée est de retour. Les mushers, ces conducteurs de traîneaux expérimentés, traversent à nouveau les Alpes françaises dans la fameuse course en plusieurs étapes. Mais en parallèle, une autre version de l'événement plus ludique a également lieu. Dans celle-ci, ce sont des collégiens novices qui se retrouvent aux rênes d'attelage de chiens entraînés pour cette course de l'Odyssée des enfants. Alors ils avaient tous des appréhensions. La semaine dernière, ils ont eu un peu la pression parce que c'est très impressionnant avec... Les chiens ont vraiment envie de partir et donc il faut contrôler tout ça. Ils se sont préparés, on a fait plusieurs tours, il y en a qui avaient un peu plus de mal, mais globalement, ils ont répondu présent. Sportivement, on les prépare un petit peu toute l'année par nos actions sportives. Ensuite, la semaine dernière, dans le cadre de l'Odyssée des enfants, on a eu une journée d'entraînement. Ces 18 élèves viennent tous du collège d'Alvar et ils ont eu la chance de devenir ces apprentis mushers car ils font tous partie de la classe éco-citoyenne et sportive de l'établissement. Ils n'ont eu qu'une seule semaine pour apprendre cette discipline ancestrale. La pression était grande, mais heureusement, tous leurs camarades étaient là pour les encourager. On a fait quelques entraînements et là on va direct à une course, alors ça fait bizarre. J'ai un peu peur, c'est un peu stressant avec tout le monde et tout, mais j'ai hâte. Le primordial, c'est la tenue sur le traîneau, la prise en main du traîneau, l'apprentissage de la traction du chien, donc ligne de trait toujours tendue, etc. Et puis gérer un freinage constant, efficace. On a du coup géré un petit peu les dévers et on a géré également la vitesse. Et ça nous fait vraiment plaisir de mettre les jeunes au contact des chiens pour qu'ils pratiquent le traîneau et ça nous permet aussi de faire découvrir que la glisse, ça n'est pas que sur des skis parce que c'est vraiment un sport de glisse. Tirés par 3 ou 4 chiens, les élèves se sont lancés avec leurs attelages en groupe de 6 traîneaux. La course chronométrée était longue d'1 kilomètre et entre les montées à courir, les descentes à s'accrocher et des chiens parfois dissipés, la compétition était rude. Alors c'était bien, mais à la fin j'ai perdu une place en partant à côté de la piste. Du coup voilà, je suis un peu dégoûtée, mais c'est une place donc la monitrice elle était trop devant. Du coup mes chiens ils les voyaient plus et je suis partie dans le petit hors-piste là au lieu d'aller sur la piste.
L'Odyssée s'est déroulée cette année dans la station du Collet d'Alvar, dans le Grésivaudan, un effort fourni par la collectivité pour pouvoir fêter en beauté les 70 ans de la station. Et ce qui était vraiment important, c'était de se dire que les jeunes du territoire qui font la montagne, qui vivent la montagne, puissent avoir cette expérience-là. La Grande Odyssée poursuit son chemin en Isère. Mercredi, au col de Porte, top départ à 14 h. Le stationnement étant interdit, ce jour-là, la métropole met en place des navettes pour faire la liaison entre Le Sapé ou Saint-Hugues vers le lieu de la course. Il est aussi possible de monter depuis Grenoble avec la ligne N62. Un sondage qui va peut-être vous surprendre, mais Grenoble est la ville de France où l'on se plaint le moins, selon Preply, une plateforme d'apprentissage de langue et de culture en ligne. Sur les plus de 1500 personnes interrogées dans les 19 plus grandes villes, les Grenoblois seraient les plus patients. Selon cette étude, le principal sujet de plainte dans la capitale des Alpes serait la sécurité et le taux de criminalité. Les plus râleurs, les Lyonnais, les Parisiens et les Niçois. De là à tout accepter, jeudi à la Maison de la Création et de l'Innovation sur le campus de Grenoble, le Master Stratégie économique du sport et du tourisme de l'UGA, le CEST et le Cluster Montagne vous convient à une journée sur l'acceptabilité sociale dans le sport, le tourisme et l'événementiel. Une journée Sharing the Future, partager le futur en français que l'on vous doit. Nico Didry, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le responsable du CEST, l'accessibilité sociale, un mot L'acceptabilité. Je suis au bout de ma vie. Un mot valise pour certains qui est souvent utilisé plus pour parler de projets écologiques, ou souvent pour les éoliennes et autres. Et puis là, finalement, c'est un peu, je dirais pas l'inverse, mais on en parle dans le champ du tourisme, de l'événementiel. Est-ce que les enjeux sont les mêmes ? Oui, justement. La problématique des projets d'événementiel, de sport ou de tourisme sont vraiment liés à ça, que ce soit sur les grands événements, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou sur le tourisme. Et ça fait référence vraiment à la notion aussi de changement. Est-ce qu'on a envie d'accepter le changement et quel type de changement on est capable d'accepter. Donc voilà, c'est un petit peu la thématique cette année, de comprendre un petit peu les enjeux et avec beaucoup d'experts qui vont amener chacun un point de vue un petit peu différent sur cette notion d'acceptabilité sociale. Et comme vous l'avez dit, oui, c'est un mot un petit peu large. Il ne faut pas tomber dans le risque de l'approche binaire. Soit on est pour, soit on est contre. Et c'est un petit peu ce qui est reproché par les sciences sociales à ce terme d'acceptabilité sociale. Mais c'était un moyen pour nous aussi d'investiguer vraiment tous les différents projets d'un point de vue des résistances, d'un côté, mais aussi d'un point de vue de leur ancrage dans la société et de leur cohérence, en fait, avec l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit économique ou environnemental. Il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. C'est ce dont pourra parler le premier intervenant jeudi. Oui, donc on a Stéphane Labranche qui est un sociologue, qui est le coordinateur scientifique du GIECO, c'est le groupe international d'experts sur le changement du comportement, et qui va nous expliquer un petit peu quels sont en fait tous les facteurs justement de résistance au changement et pourquoi on a envie de changer, pourquoi on n'a pas envie de changer, une notion de représentation sociale aussi, l'ancrage culturel, voilà, donc pour poser les bases, vraiment. Et puis après, aller sur des choses un peu plus précises comme le tourisme, notamment. Justement, de quoi parle-t-on? De quel projet peut-être qui nous concernerait au premier chef sur notre territoire? Alors là, ça va être intéressant parce que la question du tourisme, donc en gros, si on reprend l'acceptabilité sociale, c'est créer des événements qui soient acceptables au regard des enjeux environnementaux ou économiques ou sociaux, et aussi acceptés par la population. Et là, il y a un exemple dont va parler une chercheuse, Sandra Sessel, sur les hauts de la réserve des Hauts-de-Chartreuse, avec finalement comment est-ce qu'on accepte qu'un propriétaire ne veuille plus qu'on passe chez lui. Voilà, ça c'est une des problématiques qu'on va aborder. On va aborder aussi les problématiques de surfréquentation, surtourisme, aussi avec Isère Attractivité et Émilie Carpentier qui va nous parler un petit peu de ces différentes problématiques pour les acteurs du territoire. Mais comment on gère tout d'un coup des foules qui débarquent sur un seul sentier, alors qu'il y a un sentier très bien à 200 mètres plus loin? Exactement. Et les habitants qui n'ont pas forcément envie de ça, et les limites finalement aussi du tourisme, et l'évolution, voilà. Est-ce que ça devient acceptable ou pas, et ça rejoint les problématiques aussi que les grandes villes peuvent avoir, Barcelone, Venise ou même Annecy, avec les habitants qui ne peuvent plus habiter
chez eux parce que tous les logements sont dédiés au tourisme. Donc là aussi, ça rejoint. Donc on voit que la question de l'acceptabilité, c'est quelque chose de très très large. C'est très vaste. Parmi vos intervenants également, Benjamin Brun, conseiller du président pour Paris 2024. Est-ce que depuis quelques années, l'acceptabilité sociale des grands événements n'est pas plus difficile à enclencher ? Si, alors beaucoup plus. Et c'est une vraie problématique pour les grands événements. Et notamment Paris 2024. Donc là, on est vraiment content que Benjamin puisse descendre. C'est le bras droit de Tony Estanguet, vraiment. Hein. Depuis 6 ou 7 ans, il travaille avec Tony Estanguet. C'est lui qui... c'est son bras droit. Vraiment, c'est l'homme de l'ombre de Tony Estanguet. Donc lui va venir nous expliquer toute la stratégie qu'ils ont mis en place, en fait, pour faire accepter cet événement à la population française. Il va nous parler donc de tout ce qu'ils ont mis en place, comment ils ont structuré ça, et puis aussi du rôle des médias. Important dans cette question d'acceptabilité qui joue contre ou joue pour en fonction du vent, en fonction de la période. Donc ça va être chouette. Donc il y aura, sur la table ronde sur l'événementiel, il y aura vraiment une grosse partie sur l'olympisme notamment, parce qu'il y a aussi un chercheur... Avec évidemment en ligne de mire les JO 2030. Exactement. Dans les Alpes. Voilà. Donc on a un chercheur, Nicolas Chanava, aussi, qui vient nous parler un petit peu de ces problématiques-là. Et puis, il y a aussi l'approche... on a un intervenant qui vient du Canada, qui est le futur directeur des championnats du monde de cyclisme 2026 à Montréal, et sur l'approche nord-américaine aussi. Et eux, ils parlent d'acceptabilité citoyenne. Donc aussi, comment ils font pour faire accepter... voilà. Mais on en revient aussi sur quand même la problématique des événements qui... faire venir des gens en avion, maintenant, avec les bilans carbone. Voilà. Dans le monde actuel, en fait, le monde évolue et il faut que les événements évoluent aussi. Donc, ça va être aussi des débats hyper intéressants. Ça va être passionnant. Merci, Nico Didry. En plus, cet événement est ouvert au public. On peut s'inscrire sur mastercest.fr. Merci beaucoup. À très bientôt. Dans l'agenda, cette semaine, c'est la 30e édition du festival Maillon en scène qui met en avant la création régionale émergente avec, par exemple, Body Bagarre, le jeu mercredi à 14h à l'Iliade de Cessiné. 2 équipes d'improvisateurs volontaires plongent le reste du public dans 350 ans d'histoire du mouvement. En piochant parmi les 55 cartes chorégraphes, les joueurs tentent une réinterprétation à leur manière à partir d'un extrait vidéo, flamenco, performance, ballet classique, etc. Toujours dans le cadre de Maillon en scène, Aurélien Arnaud revisite Terminator 2, le jugement dernier. Mercredi soir à l'espace René Probit Saint-Martin-d'Air, sans musique, sans effets spéciaux ni décors ou costumes. Le comédien se donne le défi de raconter ce blockbuster qui fait partie de la mémoire collective. En écho à ce spectacle, Mon Ciné programmera samedi à 14h30 Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron. Et puis pour tous les fans de David Lynch, nous sommes nombreux en peine depuis l'annonce de la mort du réalisateur jeudi dernier. Je vous signale aussi que le Pâté et Chirol programme à partir de mercredi quelques-uns de ses plus beaux films. Première séance, Twin Peaks Fire Walk With Me, les 7 derniers jours de Laura Palmer. Puis Lost Highway samedi, Mulholland Drive dimanche et Blue Velvet lundi prochain. À découvrir ou à redécouvrir en version originale, sous-titrée bien sûr, parce que nous sommes comme le rêveur qui rêve et vit dans un rêve. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. C'est le retour des nuages. Et puis l'invité demain du JT sera Christophe Barré, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Excellente soirée à tous.